Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour Flavien. Bonjour Frédéric. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Flavien Chervet, que j'ai connu il y a déjà quelques années, et puis depuis le temps, il a sorti un nouveau livre dont on va parler. Donc le livre s'appelle Hypercréation, petit manuel pour apprivoiser les cyborgs. Alors si vous avez déjà des questions sur le titre, sur certains mots, c'est parfait. On va essayer de démystifier un petit peu le sujet, parler d'intelligence artificielle, bien entendu. Puisque Flavien est un passionné et un expert dans ce domaine-là, et il va nous donner tout son parcours et puis tout ce qu'il a pu apprendre depuis la sortie de ce livre. Et puis on va parler également d'écriture et du process de rédaction d'un livre, et puis de l'impact de l'écriture, ce que l'écriture d'un livre peut transformer comme vie, notamment dans le cas de Flavien. Flavien, est-ce que ça te convient? C'est parfait pour moi. Lorsqu'on a préparé cet enregistrement-là, plusieurs questions sont venues spontanément sur la table, donc je pense qu'on a plusieurs sujets à traiter et qu'on est parti pour presque 1 heure, je pense. Alors Flavien, on va démarrer par ton livre, donc Hypercréation, petit manuel pour apprivoiser les cyborgs, qui est sorti officiellement début juin, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est un livre sur l'intelligence artificielle, et finalement, si je dois faire un petit résumé, c'est que finalement une nouvelle ère s'ouvre avec l'intelligence artificielle, et dans de très nombreux domaines, que ce soit dans le domaine business mais aussi dans le domaine artistique. Je sais que toi tu t'intéresses particulièrement au domaine artistique. Donc avant de rentrer dans ce que l'on va pouvoir faire demain avec l'intelligence artificielle, peut-être que tu peux déjà nous parler un petit peu d'hypercréation. Pour toi, alors, qui sont ces cyborgs? Et puis, pour revenir au titre, pourquoi vouloir les apprivoiser? Donc le livre est sur l'intelligence artificielle, mais il a un focus un peu spécifique, c'est qu'il est sur l'intelligence artificielle et la créativité. Le lien entre ces deux notions. C'est pas un livre qui parle de l'intelligence artificielle de façon généraliste, même si évidemment la question de la créativité et de la création ouvre à des domaines divers et variés, parce que c'est pas du tout que l'art. Évidemment, on parle d'art dans le livre, mais c'est aussi la créativité scientifique, la créativité technologique, et même la créativité, j'ai envie de dire, quotidienne, le fait qu'au quotidien on résolve des problèmes. Et quand on s'intéresse à la créativité, on se rend compte qu'en fait c'est un espèce de soubassement global à peu près toute pensée. Et donc évidemment, quand on lit l'intelligence artificielle et la créativité, il y a plein de choses à dire. Donc ce que j'ai appelé cyborg, donc c'est C-Borg, c'est les creative Borg, les machines douées de créativité. Puisque le livre pose la question de savoir si ces machines existent, s'il y a vraiment des machines douées de créativité ou pas. Et je les ai appelées comme ça pour un peu taquiner le mot cyborg qu'on a l'habitude d'associer à un imaginaire très sombre, un peu cyberpunk. Et j'avais envie de me réapproprier le mot et d'en faire quelque chose de plus positif. Donc moi, je suis dans une démarche vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui est d'essayer de construire des imaginaires plutôt positifs autour de ce nouvel objet monde, on va dire. C'est quelque chose d'important pour l'histoire de l'humanité. L'intelligence artificielle, ça transforme déjà et ça va radicalement transformer nos sociétés. Et il y a la possibilité de le voir avec un espèce d'enthousiasme techno-capitaliste. Oui, on va pouvoir faire plein d'argent avec. Donc il y a un système d'abondance qui est envisageable avec. Donc c'est pas ma posture vraiment. Je fais pas du business avec l'IA. Il y en a qui sont dans un regard très 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 apeuré, très angoissé, et je pense pas non plus que ça soit un bon réflexe. La peur est une mauvaise conseillère. C'est rarement par là que les sujets sont abordés de façon intelligente.
Donc, on va dire que j'essaye de construire des imaginaires positifs qui vont permettre de penser l'intelligence artificielle d'une manière qui soit désirable pour la société, où on ait envie d'y aller, parce que si on n'imagine pas ces choses-là, on les construira jamais. Donc, je pense qu'il est moralement très important des imaginaires positifs et pas de rester soit dans l'outil hyper techno-capitaliste, soit l'angoisse totale où c'est Terminator et on n'en veut pas. Donc voilà, je voulais me réapproprier le mot cyborg pour ça. Et du point de vue de la créativité, ce qui permet à la fois une réflexion qui, j'espère, est assez profonde, assez complète, et en même temps qui aborde l'intelligence artificielle par un biais original et un peu lui-même créatif, et qui permet de la voir de façon un peu plus colorée que ce qu'on a l'habitude d'envisager. Voilà, c'est un livre grand public, c'est un livre qui veut permettre aux personnes de démystifier l'intelligence artificielle et en même temps de porter un regard dessus qui soit lié à la création, qui soit un peu original. Donc voilà un peu pour toutes ces raisons. Hypercréation, l'intelligence artificielle et la créativité, donc avec un peu cette idée que ça peut d'une part booster la créativité humaine, d'où le hyper, et d'autre part la conclusion même du livre et de mes recherches, c'est qu'il y a des algorithmes qui peuvent être plus créatifs que les êtres humains. L'être humain n'est pas un animal extrêmement créatif, désolé pour notre orgueil, mais en fait on peut faire des algorithmes qui sont radicalement plus créatifs que nous, et on va dans cette direction, d'où le hypercréation. Et petit manuel pour apprivoiser les cyborgs, parce qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Ça veut pas dire que ça va remplacer l'humain, que ça va détruire l'humain, etc. Au contraire, ça peut ouvrir des perspectives pour l'humanité qui sont très belles, très poétiques. Et j'utilise même un mot qu'on n'a pas l'habitude d'associer à ces révolutions technologiques. J'utilise à la fin du livre un mot qui est important pour moi, c'est le mot tendresse. Donc voilà, ça, je laisserai au lecteur le soin de découvrir comment j'apporte cette idée de tendresse dans la technologie. Moi, je voudrais démarrer ce questionnement-là sur l'intelligence artificielle par un sujet en particulier, puisque toi, dans ton bouquin, et notamment lors de la sortie du bouquin, tu as voulu en fait travailler sur cette œuvre collective. Donc une œuvre créative collective que j'ai trouvé moi alors à la fois et intéressante et inédite et tout à fait attractive. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment cette idée a émergé, quel lien il y a eu avec la rédaction du livre, et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette œuvre collective? De façon générale, hein, j'ai un problème, c'est que moi aussi je suis hyper créatif, c'est-à-dire que j'ai 1000 idées à la seconde, et mon problème est beaucoup plus souvent d'avoir beaucoup trop de projets en cours parce que j'ai trop d'idées, que je me dis ouais je vais le faire, et puis après je suis la merde, ça prend plus de temps que prévu. Dans ce sens-là, heureusement maintenant que je suis entouré d'intelligence artificielle qui me permettent de créer et de produire plein de choses beaucoup plus rapidement et avec plein de nouvelles possibilités, sinon je m'embourberais. Mais donc cette idée m'est venue parce que quand j'étais sur la fin de l'écriture du livre et la communication. J'étais en train de préparer la conférence de lancement. J'avais très hâte de cette conférence, tu vois. Pour moi, c'était un espèce d'aboutissement. Alors en plus, j'ai fait salle comble. Il y avait 200 personnes qui étaient présentes pour cette conférence, et j'espérais faire salle comble. Et donc, j'étais à la fois un peu sous pression en me disant, je veux faire une super belle conférence expérientielle, inédite, originale. Elle est sur YouTube pour ceux qui voudraient la voir. Et en même temps, du coup, voilà, j'avais 1000 idées qui foisonnaient pour faire plaisir au public, quoi. Et dans ce contexte-là, j'ai commencé à réfléchir à plein de formats. Et donc, il y a, enfin, je me suis posé la question de comment je pourrais pousser l'utilisation de l'intelligence artificielle créative très loin. Parce que évidemment, on peut créer des jolies images, des choses comme ça, mais je voulais quelque chose qui aille beaucoup plus loin. Et pendant les préventes, j'avais fait une promesse que je savais pas comment je tiendrais, mais j'avais fait une promesse, c'est que j'avais promis à ceux qui achèteraient le livre pendant la phase VIP, donc pendant les 2 premiers jours des préventes, qu'ils obtiendraient une œuvre d'art co-créée par moi et par une IA. Mais je savais pas ce que j'allais faire. Hein. C'était, enfin voilà, je me suis dit allez, je lance ça et puis on y réfléchira plus tard. Et donc, quand j'étais en train de préparer la conf, il y a un peu tout qui s'est aligné en me disant, je vais essayer de trouver un concept d'œuvre d'art collective, parce que j'avais 200 personnes, enfin 180 personnes qui avaient participé aux préventes VIP les 2 premiers jours. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de créer une œuvre collective dont chaque personne aurait un morceau. Comme ça, ma promesse est tenue, chaque personne a son œuvre, et en même temps, tout ça prend un sens global dans une œuvre collective. Et bien sûr, je vais essayer de créer cette œuvre avec le maximum d'algorithmes d'intelligence artificielle, que ça soit quasiment 100% créé
alors l'idée, toute la direction artistique vient de moi, mais la production est by AI. Donc c'est une œuvre en fait qui se présente d'abord comme une grande fresque. C'est une immense fresque qui fait 100 000 pixels par 60 000, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un très très long, une très longue fresque. On peut la retrouver sur un site internet qui s'appelle art.hypercreation.fr, donc art.hypercreation, le livre du livre.fr, donc n'importe qui peut aller la voir. Et cette grande fresque est faite de 180 morceaux. C'est une grande fresque qui représente des espèces de bustes grecs dans un décor un peu futuriste, coloré, enfin voilà, un peu dingo. Et donc j'ai utilisé plein de systèmes d'intelligence artificielle. Donc le premier système d'intelligence artificielle, c'est pour produire les bustes. Donc là, j'ai utilisé Midjourney, une IA de text to image qui me permet de créer des belles images de bustes grecs. Et là, j'ai conçu un prompt qui me permet d'avoir plein de bustes grecs un peu cohérents les uns avec les autres. Ensuite, j'ai utilisé une autre IA qui permet de faire ce qu'on appelle de l'outpainting. C'est un peu comme quand on était gamin et qu'on avait une image dans un magazine qu'on mettait sur une feuille blanche et on dessinait autour en continuant l'image. Ben là, l'intelligence artificielle fait pareil. Je lui donne une image de buste et je lui demande de créer des carrés autour qui continuent l'image. Donc, c'est de l'outpainting. Et là, j'ai utilisé l'intelligence artificielle DALL-E, qui a été conçue par la même société que ChatGPT, OpenAI. Donc, Midjourney et DALL-E, et en mettant tous les bustes comme ça les uns à côté des autres et en faisant de l'outpainting pour combler les trous, ça m'a permis de construire cette immense fresque. Juste faire la fresque proprement, ça m'a quand même pris 2 soirées, c'est pas un claquement de doigts, mais j'aurais jamais pu atteindre ce niveau graphique. Enfin, moi, je la trouve vraiment belle. J'aurais jamais pu atteindre ce niveau graphique moi-même. Je suis pas du tout spécialiste en utilisation de Photoshop ou tout ça. Donc, 2 intelligences artificielles pour construire la fresque. Ensuite, il fallait que je découpe cette fresque en 180 morceaux. Et donc là, j'ai utilisé ChatGPT en faisant ce qu'on appelle du text to code. Donc, je demande à ChatGPT de me produire un script en Python, qui est un langage de programmation, qui découpe l'image en 180 fragments. Donc, il calcule lui-même tout ce qu'il faut pour que ça la découpe proprement. Ça me la découpe et ça met les 180 fragments dans un dossier. Donc, il me fournit le code, j'exécute le code, j'ai mes 180 fragments. Parfait. Donc, troisième IA, ChatGPT. Ensuite, je voulais qu'il y ait un site web sur lequel on puisse avoir la fresque et sur lequel les gens puissent venir découvrir donc une espèce de fresque complètement blanche au départ, et chaque personne qui posséderait un fragment aurait un code qui lui permettrait sur le site, dans un petit champ de texte, de rentrer le code, de cliquer sur un bouton et de dévoiler son fragment. Mais je voulais pas juste que ça fasse retourner le fragment sur la fresque. Je voulais un petit système un peu sympa de révélation, donc avec un countdown, donc 10, 9, 8, une musique derrière, et puis tout d'un coup, le fragment apparaît sous la forme de ce qu'on appelle un voxel, donc un pixel en 3D, un espèce de cube dont chaque face représente le fragment. Et donc là, pour faire le site web, la plateforme où il y a toute cette interaction possible, de la même façon, alors je code, je code depuis que j'ai 12-13 ans, et tout ce qui est web, j'ai un bon niveau, mais ça m'aurait pris des jours et des jours de faire cette plateforme web proprement, et surtout, il y a des choses très complexes. Le cube en 3D qui tourne sur l'écran, c'est des choses, c'est de la géométrie, des mathématiques, c'est super chiant à faire en code. Donc là, j'ai lancé mon projet de code, et en fait, j'ai demandé à ChatGPT, là aussi en text to code, fournis-moi le code d'une grande fresque de 180 morceaux qui peuvent se retourner quand il y a telle action, etc. Je lui ai tout expliqué, et puis à chaque fois, il me donnait les bouts de code, et moi, en gros, j'ai branché les tuyaux et fait les petites modifications sur les bords qui allaient bien. Mais il y a 80 ou 85% du code de la plateforme, c'est ChatGPT qui l'a produit. Donc tout ça, c'est ChatGPT. Et puis pour le système de révélation du fragment, je voulais une jolie musique qui marche bien avec le countdown et qui soit assez entraînante. Et là, j'ai utilisé donc une intelligence artificielle qui produit de la musique, qui s'appelle Aiva, qui moi je trouvais très performante. Et là, c'est du music to music. Je lui ai passé une musique que je trouvais vachement bien pour le côté entraînant, et elle m'en a généré d'autres qui sont un peu dans le même style. Et il y en a une qui m'allait très bien, que j'ai conservée et que j'ai utilisée. J'ai rajouté le countdown, c'est tout. Donc, tu vois, Midjourney, DALL-E pour la production d'images, Aiva pour produire la musique, et ChatGPT pour à la fois le script qui permet de découper l'image, à la fois aussi le script qui permet d'envoyer les 180 mails avec les codes aux 180 personnes, et tout le code de la plateforme pour avoir ce beau rendu qui fonctionne bien. Donc, c'est quand même l'interfaçage de beaucoup de technologies,
Et ça m'a pris, on va dire, en tout peut-être 4 jours à faire, 4 ou 5 jours. Là où honnêtement, si j'avais dû tout faire moi-même, même si j'avais les compétences, ça m'aurait pris à mon avis 1 mois. Parce que le résultat est professionnel, propre. Enfin, les gens peuvent aller voir encore une fois sur art.hypercreation.fr. Donc c'est pro. Je vais taper sur mon clavier. Désolé pour le bruit. C'est juste pour aller sur la plateforme et te dire où on en est. Donc il y a déjà, je crois, quelque chose comme 165 personnes qui sont allées révéler leurs fragments. Il en manque quelques-uns. Donc si on va sur la plateforme, on verra qu'il y a quelques fragments blancs. Et donc là, j'ai fait une première relance à ces personnes-là il y a quelques jours et j'en referai une en septembre avant de les appeler et de les engueuler en live pour leur dire d'aller révéler leurs fragments, puisque évidemment l'œuvre ne prendra tout son sens que quand il y aura les 181 personnes qui auront révélé leurs fragments. À ce moment-là, les 180 personnes recevront la fresque complète en haute définition dans leur boîte mail. Et je lancerai une deuxième phase de l'œuvre, mais ça c'est secret. Ok, donc il y a encore une suite. Il y a une suite, ouais. Bon, là tu viens là tu viens de nous parler effectivement de l'utilisation des intelligences artificielles. On voit que et c'est probablement une tendance qui va être encore plus forte à l'avenir. Ça, tu vas confirmer ou infirmer, mais on voit bien que les intelligences artificielles vont se spécialiser, certaines pour la musique, d'autres pour le graphisme, et j'imagine qu'on aura demain des intelligences artificielles pour le domaine médical, pour le domaine X et Y, et qu'on va devoir spécialiser pour être beaucoup plus performant. Si on en reste au domaine purement créatif, parce qu'on voit bien que quand même pour être capable de faire ton œuvre collective, certes il y a eu l'intelligence artificielle, mais il y a eu aussi un petit peu de technique informatique derrière pour être capable de mettre en œuvre tout ça. Restons-en sur l'aspect créatif pur. On voit malgré tout que les intelligences artificielles commencent à concurrencer le travail d'artistes, et cette œuvre aurait pu être imaginée, dessinée, travaillée par un artiste, mais on voit que des machines peuvent là aussi arriver à des résultats au moins aussi satisfaisants, en tout cas différents. Est-ce que dans l'histoire de l'art et de la création, il y a eu déjà des technologies qui ont comme ça révolutionné de façon aussi importante l'acte créatif? Oui, carrément. Alors déjà, avant de répondre directement à ta question, faut bien différencier à l'heure actuelle création et créativité. On a des IA qui sont capables on parle d'IA générative, de générer du contenu. Les IA génératives que j'ai utilisées ne sont pas vraiment créatives. Elles n'ont pas cette intention de créer. Elles ne produisent pas quelque chose qui va radicalement étonner le spectateur, etc. On va y arriver à ça. C'est les cyborgs de type 2 dont je parle dans mon livre, avoir une vraie créativité complète. Mais à l'heure actuelle, les IA que j'ai utilisées sont des outils qui augmentent ma créativité. C'est des nouveaux pinceaux radicalement différents des pinceaux habituels, parce que ils introduisent une vraie discontinuité entre ma technicité et le résultat. C'est-à-dire que ma technicité est simplement celle de connaître les outils et d'être capable de bien leur parler. Ce qu'on appelle le prompt engineering, de formuler les bonnes requêtes en langage naturel. Mais le résultat est d'un tout autre ordre technique que ce que moi j'y ai mis. Il y a une vraie discontinuité. Donc, première chose, dans le cas de cette œuvre, je reste l'artiste avec des nouveaux outils. Donc, j'aime dire, comme ces outils sont très actifs, que j'ai co-créé l'œuvre avec des systèmes d'intelligence artificielle. Mais c'est quand même moi l'artiste. Il y a un discours. J'ai parlé de toute la plastique de l'œuvre et sa création, mais il y a aussi tout un discours autour de l'œuvre, de métaphores, de ce que sont les algorithmes de deep learning, etc. On pourrait revenir dessus, mais l'idée globale, la direction globale, l'intention, etc. Tout ça, c'est moi qui ai patché tout ça. Donc, pour l'instant, il y a encore clairement un humain derrière toutes ces créations. Demain, c'est potentiellement moins le cas, mais on pourrait y revenir. Par contre, pour la question de l'emploi, ça amène du coup deux choses. D'une part, je me fais aucun souci pour les artistes au sens fort du terme. Les artistes, normalement, il y a pas de normalité dans l'art, on va dire, mais même nulle part, mais quand même, un artiste est quelqu'un qui est très créatif. Quand il y a des nouveaux outils qui apparaissent, il est quand même plutôt censé avoir de l'appétence à essayer de les explorer. Normalement, la créativité va avec une grande curiosité. Un artiste qui n'est pas curieux, je ne sais pas ce que c'est.
Donc, je me fais pas trop de soucis pour vraiment les artistes au sens fort du terme, et on voit que il y a énormément d'artistes qui expérimentent. Alors, il y en a certains, ils aiment pas, ça leur plaît pas, c'est pas comme ça qu'ils ont envie de créer derrière, c'est pas comme ça qu'ils ont envie de s'exprimer, d'exprimer des choses, et très bien, il y a aucune obligation, et ils peuvent utiliser plein d'autres médiums. Mais il y en a plein qui expérimentent, et il y en a aussi qui apprécient et qui s'amusent avec ça. Donc, d'une part, les artistes peuvent employer cet outil. Ensuite, il y a un nouvel art qui apparaît. Et là, moi, je suis en train d'écrire un livre dessus avec une directrice artistique et prompt engineer qui s'appelle Caroline Zeller. On est en train d'écrire un livre sur qu'est-ce que ça amène comme nouvel art. Et là, tu posais la question de d'autres arts qui ont radicalement transformé, d'autres outils techniques qui ont radicalement transformé l'art. Évidemment, on peut faire le parallèle avec la photographie. Quand la photographie arrive, on a les portraitistes, les peintres qui savent extrêmement bien faire des réalistes, qui sont scandalisés parce que tout d'un coup, il suffit d'appuyer sur un bouton et on a un portrait qui est plus réaliste que tout ce qu'ils pourront jamais faire. Donc, ils sont scandalisés, ils ont l'impression de perdre leur art. Évidemment, les grands portraitistes et les grands artistes ne vont pas penser comme ça, mais plutôt se dire, ok, ça libère l'art, on n'a plus besoin de représenter telle quelle la nature. Maintenant, il y a un outil qui le fait parfaitement, donc l'art n'a plus forcément à représenter de façon formelle les choses. Et donc, libération picturale, arrivée de l'impressionniste, de l'expressionniste, de l'art abstrait, du cubisme, de l'absolutisme, de tout ce que tu veux. Tous ces mouvements d'art du fin 19e et 20e siècle sont nés parce que aussi on a tout d'un coup pu avoir une reproductibilité technique de la nature. Donc, la photographie a libéré la peinture. Et puis, la photographie a amené un nouvel art, une nouvelle matière première artistique. La peinture, sa matière première artistique, on va dire que c'est la couleur. La photographie, sa matière première artistique, c'est la lumière. Et donc, il y a une nouvelle matière qui peut être exploitée. Et le bon photographe, c'est un gestionnaire de la lumière. C'est un peu moche de le dire comme ça, mais c'est quand même un artisan de la lumière, quelqu'un qui travaille la lumière. Et tout d'un coup, la photographie devenait un vrai art, et maintenant c'est classé comme un art en soi, parce que ça travaillait une nouvelle matière première. L'intelligence artificielle, en plus de pouvoir libérer, augmenter, modifier certains arts qui existent déjà, a la possibilité d'ouvrir un nouvel art que moi j'appelle l'art latent, avec une nouvelle matière première artistique que sont ce qu'on appelle les espaces latents, qui sont les représentations compressées de beaucoup de données. Donc, je vais pas rentrer dans le sujet, ça demanderait de creuser beaucoup, donc le livre permettra de déflorer tout ça. Mais l'idée est la suivante, c'est quand même que quand on met dans la machine énormément de données, elle est capable de nous en faire sortir certains éléments, on va dire prépondérants. Et donc, quand on interroge la machine, on vient directement interroger les représentations collectives. Ça se voit beaucoup à travers les biais. Par exemple, Midjourney, si on lui demande une image, si on parle en anglais, image of a CEO, donc une image d'un patron, mais en anglais, c'est pas un patron ni une patronne, c'est neutre, a CEO. Souvent, on va avoir un homme blanc en costard-cravate qui sort. Et si on demande an image of a nurse, ou d'un infirmier, on va avoir une femme qui sort. Donc, c'est un biais qu'il faut traiter, mais c'est aussi représentatif de la façon de penser des humains et de tout ce qu'on a mis dans la machine qui provient des humains. Donc, les espaces latents, c'est des espaces mathématiques dans lesquels toutes ces données sont compressées et qui permettent de venir interroger très directement certaines représentations collectives qu'on partage ou qu'on ne partage pas entre êtres humains. Et cette matière première, que sont les espaces latents, c'est vraiment une nouvelle matière première artistique qui permet de faire des nouvelles choses. Et donc moi, je l'explore à travers un projet d'art que j'ai et qui normalement est un projet assez ambitieux, donc sortira peut-être d'ici 2 ans. Et le bouquin qu'on est en train d'écrire veut montrer comment cette matière première artistique peut produire un nouvel art et comment plein d'artistes sont en train de s'emparer de ça pour vraiment inventer des nouvelles formes artistiques, inventer des nouveaux discours artistiques, inventer une nouvelle théorie de l'art qui en fait un 9e art peut-être, on va dire que le 8e étant le jeu vidéo qui a comme matière première l'interactivité entre le joueur et la machine. Et là, c'est vraiment voilà les représentations collectives à travers les espaces latents. Donc tu vois, il y a vraiment des possibilités très larges qui s'ouvrent. Après, le deuxième point de ma réponse, c'est pour les personnes qui sont non pas des artistes au sens, on va dire, classique du terme, mais des artistes industriels, dont le mot artiste est un petit peu un abus de langage, pour lesquels le mot artiste est un peu un abus de langage. Typiquement, un artiste 3D dans un studio de jeux vidéo comme Ubisoft, il a
technicité créative. Il est très bon pour faire des objets 3D, mais il a même pas nécessairement besoin d'être très créatif. Peut-être qu'il a un directeur artistique qui lui donne des cahiers des charges et il faut qu'il fasse des assets 3D très standardisés parce que c'est Ubisoft et que ils veulent sortir des jeux vidéo avec toujours un peu la même ligne graphique, etc. Ils sont pas en train de repenser vraiment une direction artistique très profonde. Donc quand tu regardes Assassin's Creed ou Far Cry, ils sont deux gros jeux très gros budget. Les assets 3D sont magnifiques, sont très bien faits, sont ce qu'étaient les portraits des portraitistes à l'époque où il n'y avait pas la photographie, mais on est en train d'avoir des algorithmes qui sont capables de créer des environnements 3D magnifiques, parfaitement réalistes, très poussés, etc., simplement en leur demandant de le faire en langage naturel. Donc, l'artiste 3D qui est pas très créatif, qui simplement a une grosse technicité créative, lui, il a du souci à se faire parce que, en effet, ces outils-là vont venir commoditiser, rendre complètement trivial la technicité créative. Il y a une discontinuité, comme je le disais, entre l'intention et la réalisation. Une intention riche permet d'avoir un résultat riche sans technicité riche. Alors qu'avant, il fallait avoir une intention riche et une technicité riche. Donc, ceux qui ont une technicité riche sans intention riche, ils vont avoir un gros problème, c'est qu'en effet, ils auront plus de valeur créative dans une chaîne de valeur industrielle. Et un studio de jeux vidéo comme Ubisoft aura tout intérêt à mettre 3-4 prompt engineers, donc des personnes qui sont très capables de faire des prompts et poser des questions à la machine comme il faut pour créer les environnements 3D. Ils en auront 3-4 avec quelques logiciels et ça leur coûtera 1000 fois moins cher. Et le 1000 est pas exagéré, c'est vraiment cet ordre de grandeur, 1000 fois moins cher pour créer les environnements 3D que l'armée d'artistes 3D qu'ils ont aujourd'hui. Évidemment, il y a plein d'artistes 3D qui sont aussi très créatifs, qui ont plein d'idées et qui mettent en œuvre ces idées-là dans la création des jeux vidéo. Et là, pour eux, l'objectif va être de transformer de plus en plus leur valeur pour la faire passer de la technicité créative à l'intention créative, c'est-à-dire remonter la chaîne pour être beaucoup plus dans une posture de direction artistique, donner vraiment une originalité à ce qui est créé pour orienter ensuite les créations de la machine. Donc, mais est-ce qu'on aura besoin d'autant de directeurs artistiques que de techniciens de la création ? Je sais pas. Donc oui, il y a une question d'emploi et une question de compétences. À mon avis, on va être capable de la gérer. C'est pas des métiers, enfin c'est des métiers quand même avec des gens qui ont une relative adaptabilité parce qu'ils ont cette fibre un peu créative. Mais je comprends qu'il y en ait qui se fassent du souci et il y a des vraies questions et il va falloir organiser une logique de transition pour un certain nombre de métiers. Et ça va grogner parce que il y a plein d'humains qui n'aiment pas changer, qui se sentent challengés, qui vont être challengés et c'est compréhensible. Et donc voilà, il va y avoir et il y a déjà des studios de jeux vidéo qui on va dire lèvent des barrières contre l'intelligence artificielle, qui voient une dépréciation de la créativité. Alors que c'est pareil, c'est en tant qu'outil, selon comment on l'utilise, on peut être ultra créatif ou comme avec pour les photos, on peut prendre des photos très créatives, très bien pensées, etc. Et une photo de merde de son chat en train de manger ses croquettes. On peut tout à fait, en effet, produire des jeux vidéo. Enfin, on pourra produire des jeux vidéo à la chaîne en prenant le basique de ce qui vient avec une IA, sans avoir d'efforts créatifs à fournir. Et finalement, comme n'importe quel outil, il aura sa médiocrité et son excellence. Donc, on voit que l'intelligence artificielle a évidemment des implications technologiques dans le domaine des arts. Si on pousse encore un petit peu dans le domaine de la philosophie, de la poésie, de l'écriture, comment est-ce que tu vois les conséquences, alors immédiates et puis peut-être plus lointaines en fait de l'intelligence artificielle? Je vais commencer avec la poésie parce que j'en parle un petit peu dans le livre. En fait, il est très facile de faire cracher des poèmes à une IA, tout simplement parce que la poésie a cette caractéristique d'avoir des licences, on appelle des licences poétiques, de pouvoir s'affranchir d'un sens très cohérent. Au contraire, si on prend de la poésie surréaliste, c'est même l'absence de sens évident, c'est le côté un peu onirique de l'écriture qui va avoir de la valeur. Donc, de la même façon qu'il y a eu une libération picturale, le 19e et le 20e siècle surtout ont apporté une libération de la poésie qui s'est affranchie de la poésie classique et romantique très cadrée où l'alexandrin et la rime, la versification sont au centre. Donc,
ça a beaucoup ouvert la poésie, et donc générer du langage qui ressemble à de la poésie est en fait même plus simple que générer du langage cohérent. C'est la cohérence qui est difficile pour un algorithme d'intelligence artificielle et qui n'est rendu possible que depuis qu'on a les grands modèles de langue comme ChatGPT. Donc ça fait assez longtemps, et par exemple Ray Kurzweil a sorti tout un ensemble de poèmes générés, et en fait même si plastiquement ça ressemble à de la poésie, c'est vraiment le cas limite où dès qu'on sait que c'est généré par une IA, ça perd tout son sens, toute valeur. Pourquoi ? Parce que, en tout cas avec les systèmes d'IA actuels, il n'y a aucune authenticité créative. Il y a aucune quand on est spectateur et qu'on est face à une œuvre d'art, que ce soit un poème, un tableau, peu importe, on a l'illusion d'une connexion authentique avec autrui. L'œuvre d'art, elle vient créer un lien entre le spectateur et l'artiste, elle vient raconter quelque chose de la vie intérieure de l'artiste, quelque chose qu'on attrape en tant que spectateur de façon complètement différente de ce qu'il y a mis, mais c'est pas grave, on fait l'expérience d'une authenticité de lien. Elle raconte quelque chose qui ne peut pas être dit avec les mots, tu vois. Elle dit quelque chose qui est de l'ordre du sous- ou du surlangage, qui est au-delà du langage. C'est un objet de communication entre humains. L'art est un objet de communication des émotions, de communication de ce qui dépasse le dissible. Donc, quand on est face à une œuvre d'art, quand c'est de la musique, par exemple, où ça peut être très harmonique et très agréable à l'oreille, et au moment où on va savoir que c'est une IA, on va être presque en colère, on va être presque exaspéré, parce que c'était beau, ça nous a fait plaisir, et quand on découvre qu'il y a personne derrière qui a créé cette beauté, on communique avec rien. Donc, c'est comme si on était en train de communiquer avec un mur, c'est très frustrant. Avec le poème, c'est encore pire. Le poème, on est vraiment à la haute, il y a presque, autant la musique, c'est assez facile de l'aimer, on pourrait écouter de la musique générée par une IA et trouver ça sympa. Autant la poésie, il y a un effort qu'on met dans la lecture du poème, et cet effort, il est vraiment lié à vouloir ressentir ce que l'artiste a mis. Il y a vraiment quelque chose. Alors, il y a la beauté des mots, mais honnêtement, dans la poésie, il y a quand même quelque chose de très, très fortement lié à la connexion avec le poète. Vraiment, et d'ailleurs, le poète, c'est vraiment le cliché de l'artiste. C'est presque la connexion directe avec la muse, c'est celle du poète. Hein. C'est dans toute la grande littérature, on a le poète comme représentant de l'artiste. C'est pas le peintre, c'est le poète. Donc, la poésie a quelque chose de très pur en tant qu'art. C'est pour ça que j'aime énormément ça, d'ailleurs. Mais donc, dès qu'on est face à un poème généré par une IA, il y a quelque chose qui achoppe. Le néant de créateur produit une exaspération de la beauté. On ne connecte pas. Donc, en littérature notamment, il y a cette problématique très forte. Pour la philosophie, pour l'instant, je connais pas d'intelligence artificielle qui puisse produire un discours philosophique nouveau et pertinent, parce que ça demande une profondeur réflexive et cohérente très intense. C'est on va dire, le domaine où il y a la plus grosse profondeur réflexive et où, contrairement à la science, qui a la même profondeur réflexive, il n'y a pas de langage standardisé qui puisse être manipulé symboliquement. Contrairement à la science où, en effet, on a déjà des algorithmes qui sont capables de faire des découvertes scientifiques parce que on va suffisamment les guider à travers un jeu de langage très spécifique à la science. Tandis qu'en philosophie, on n'a pas ça. Et donc, pour faire de la bonne philosophie, la profondeur réflexive est très importante. Et en plus, la philosophie, c'est la discipline qui étudie l'être. C'est quelque chose de très lié à la subjectivité, au fait que nous soyons des êtres humains plongés dans le monde. Là, c'est comme dans l'art, on raconte quelque chose de l'humain à travers la philosophie, mais au lieu de le raconter via la beauté, on le raconte via la raison, à travers un discours qui est rationnel. Mais là où la science parle de ce qui est dans le monde, ce qui est objectif, la philosophie parle beaucoup plus de ce qui est dans l'être, ce qui est subjectif. Donc c'est très très difficile pour une machine d'atteindre à la subjectivité. A priori, les machines qu'on a aujourd'hui n'ont pas de vie intérieure, n'ont pas de subjectivité, elles ne sont pas le sujet d'une expérience, elles n'ont pas un éprouvé, elles n'ont pas un être au monde, elles ne sont pas situées dans le monde comme l'est un être humain. Donc on n'a pas la possibilité pour une IA d'avoir cette réflexivité qui amène un discours philosophique. Elle peut singer un discours philosophique, c'est-à-dire que si elle a appris sur beaucoup de discours de philosophes, elle peut singer un discours philosophique, mais même si sur les bords, elle pourra dire des choses qui ont l'air nouvelles, elle ne pourra pas produire une pensée philosophique neuve, pour l'instant.
On n'a pas cette possibilité. Peut-être qu'un jour, la machine produira une pensée philosophique et peut-être même qu'elle produira une pensée philosophique radicalement neuve parce qu'elle sera liée à l'être au monde de la machine, à la subjectivité de la machine, à la notion d'être du point de vue d'une machine. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas le dire. Je peux juste penser que ça peut arriver puisqu'on est en train de créer des algorithmes qui vont construire leur propre rapport au monde en dehors des données humaines. C'est les cyborgs de type 3 que j'explore à la fin du livre et qui rapprochent la créativité artificielle de la question de l'intelligence artificielle générale. Mais là aussi, je laisserai les lecteurs découvrir, s'ils le souhaitent, ce que ça veut dire. Mais donc, pour aller sur la philosophie, voilà, il faut cette intensité réflexive qui n'arrive que avec un point de vue. Pour la philosophie, pour l'instant, on n'y est pas du tout. On aura probablement peut-être des algorithmes qui pourront porter un discours philosophique réel, neuf, authentique, si on fait des algorithmes, des machines, sûrement des machines avec des corps, des robots pour qu'elles puissent incarner leur intelligence, ce qui est très important pour, a priori, avoir l'émergence d'un point de vue situé dans le monde et donc d'une subjectivité, d'une vraie vie intérieure. Donc ça, c'est les cyborgs de type 3 que j'évoque dans mon livre. On aura peut-être des machines qui pourront proposer un discours philosophique qui sera un discours philosophique lié à l'être au monde d'une machine et donc un discours philosophique radicalement neuf pour nous, êtres humains, qui portons un discours philosophique sur l'être au monde d'un humain, sur ce que c'est avoir une vie intérieure en tant qu'être humain et expérimenter, éprouver le monde en tant qu'être humain. Donc c'est super intéressant, mais pour l'instant, on en est radicalement loin et je peux absolument pas dire qu'un jour ça arrivera avec certitude. Je n'en sais rien. On peut avoir juste des machines comme on les a aujourd'hui qui singent un discours philosophique parce qu'elles ont appris sur plein de philosophes et qu'elles peuvent faire semblant de produire un discours philosophique réchauffé. Donc pour la philosophie, on n'y est pas encore du tout. Pour la poésie, j'en ai parlé. Pour la littérature en général, on commence à avoir des romans produits par des IA. Pour l'instant, ils sont pleins d'incohérences et pas très intéressants. Par exemple, il y a eu un épisode d'Harry Potter écrit par une IA et on peut y lire Ron vit la famille d'Hermione et commença tout de suite à la dévorer. Voilà. On a des phrases comme ça qui sont assez drôles en tant que telles, mais qui ont aucun sens littéraire. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant, mais il y a des chances que, parce que pour l'instant, des algorithmes comme GPT, des modèles de langue comme GPT vont avoir beaucoup de mal à avoir une cohérence sur un grand ensemble de textes, peut-être sur une page, 2 pages, 5 pages, mais pour arriver à un roman complet, ça sera pas possible. Dans un avenir proche, ça devrait devenir possible. Donc, il n'est pas du tout impensable que d'ici quelques années, on ait des romans, peut-être des romans plutôt de gare, pas des grands romans, mais déjà des romans qui auront une petite valeur littéraire, qui seront sympas à lire, qui seront intéressants, des bonnes enquêtes policières, des choses comme ça, des bons polars. Qui pourront être produits par des IA. C'est pas du tout impensable. Et ça, comme c'est des biens de consommation un peu basiques, on cherche pas l'expérience littéraire et le lien avec un auteur très profond, peut-être que ça se vendra et que ça sera un produit qu'on trouvera dans le commerce de façon assez basique. Mais pour la grande littérature, c'est pareil. On a encore ce problème de l'authenticité créative. Et donc, avec les machines actuelles, on l'aura pas. Il faut passer à des cyborgs de type 2 ou de type 3 pour qu'une vraie authenticité créative liée à une vie intérieure de l'algorithme, très différente de la vie intérieure d'un humain, encore une fois, mais une vie intérieure de l'algorithme puisse être perçue et donc que les œuvres puissent avoir un intérêt en elles-mêmes sans être liées à l'utilisation par un être humain en tant qu'outil créatif de l'IA. Du coup, j'ai quand même envie de faire le lien avec aussi ton rôle que tu as dans le domaine de l'éducation, de la formation. À ton avis, comment est-ce que les programmes de formation devraient évoluer à l'avenir pour intégrer cette nouvelle réalité? Ce que je comprends, c'est qu'il est quand même difficile et presque un peu suicidaire de vouloir passer à côté de l'intelligence artificielle et de se masquer les yeux pour ne pas la voir arriver. Il me semble plus raisonnable de vouloir l'intégrer, de vouloir l'utiliser, de vouloir l'expérimenter, de vouloir construire des cas d'usage. Toi, comment est-ce que tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les programmes, dans la façon d'enseigner, aujourd'hui et aussi dans les 20 ans à venir? Cette année, en effet, j'ai à la fois pour notre école beaucoup réfléchi à la question et beaucoup interagi avec plein de directeurs pédagogiques, plein de personnes dans l'éducation qui se posent ces questions-là, depuis la primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc l'école dans laquelle j'ai ces fonctions s'appelle IRIG. C'est la première grande école dédiée à l'innovation en France
et c'est une école supérieure qui commence en master. Donc déjà, ça a une spécificité, c'est qu'on a des étudiants qui ont déjà construit les fondamentaux de leur intelligence, et on peut tout à fait voir ça comme une opportunité éducative très forte, surtout qu'en plus, notre modèle pédagogique est construit à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude en France, c'est-à-dire des modèles pédagogiques construits sur la technicité. La France est un pays d'ingénieurs où l'éducation est construite sur la technicité et où la haute valorisation d'un diplôme, c'est sa technicité. On veut être des ultra spécialistes d'une technique. Ça, malheureusement, ça va devoir changer, et en effet, tout le système éducatif va se prendre une grande baffe parce que les formés à la seule technicité n'a plus grand intérêt aujourd'hui, elle va avoir de moins en moins d'intérêt. La posture qu'on a eue à Eric, qui est en fait est très heureuse par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais qui en fait est une posture logique avec l'arrivée du numérique, c'est déjà de dire que être innovateur, c'est pas être un technicien. Il faut comprendre la technique, il faut comprendre plein de techniques, mais c'est être capable de constamment s'adapter aux nouvelles techniques et voir le monde avec un regard d'innovateur qui est fondé plutôt sur des savoir-être que sur des savoir-faire, ce qu'on appelle les soft skills. Donc nous, on a fondé tout notre modèle pédagogique sur la créativité, la collaboration, l'esprit critique, la communication, le courage, qui est super important, et la confiance, ce qu'on appelle les 6C. Et donc, pour notre modèle pédagogique, l'intelligence artificielle, c'est une opportunité. Donc, nos étudiants apprennent évidemment des choses liées aux sciences de l'ingénieur, des choses liées au business model, des choses liées aux arts et design, des choses liées aux technologies, etc. Mais quand l'intelligence artificielle arrive, on leur dit, en tant qu'innovateur, vous avez un nouveau potentiel énorme pour que vos soft skills, vos savoir-être, vous puissiez les exploiter avec l'intelligence artificielle dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, on a plein d'étudiants qui s'intéressent beaucoup à ce sujet en ce moment et qui expérimentent et qui réfléchissent à monter des boîtes autour de ça, à monter des projets innovants, même des projets artistiques autour de l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité. Et dans notre modèle pédagogique, ça a été très simple de l'intégrer. On a tout de suite dit à nos étudiants, expérimenter, trouver des nouvelles façons de tricher avec. Alors, tricher pour rigoler, on leur disait ça, mais pour faire vos rendus avec, etc. Bref, comme ils sont en mode projet et qu'ils doivent vraiment faire des choses concrètes pour la société et pour... c'est une école connectée à la vie professionnelle, ils peuvent l'utiliser pour n'importe quoi avec grand succès, et on les pousse à le faire, on les invite à le faire. Et il y en a plein qui nous ont ébahis par leur usage de l'IA. Donc ça n'a pas été compliqué. Moi, je les ai formés et ils se sont formés eux-mêmes. Par contre, alors il y a des écoles aussi, par exemple, je connais des écoles qui même vont obliger leurs étudiants l'année prochaine, j'en connais notamment une, à coécrire leur mémoire avec une IA, notamment GPT. Donc, leur mémoire de fin d'études devra être coécrit, et en fait, ils devront expliquer comment ils ont coécrit avec une IA. Et je trouve ça très efficace, en fait. Au lieu de leur dire non, vous devez pas le faire, et qu'il y en a qui trichent en faisant produire tout le contenu par une IA, et là, c'est ridicule. Coécrire avec une IA pour améliorer son style, pour trouver de nouvelles idées, pour mieux organiser une feuille, etc. C'est un très bon usage de l'IA, et donc, pour des mémoires de fin d'études, ça peut être très pertinent. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Après, il y a aussi des écoles qui interdisent l'usage. Et là, moi, je comprends pas. Je trouve ça ridicule quand Sciences Po commence à interdire l'usage. C'est vraiment, le vieux monde qui se défend. Mais ils vont se prendre ça en revers très rapidement. Après, par contre, quand on est en primaire, évidemment, alors là, faut faire très attention, comme n'importe quel outil du numérique. On met pas des enfants très jeunes sur Internet n'importe comment, sur les réseaux sociaux n'importe comment. Donc, il faut leur faire découvrir à toute petite touche ce que sont ces outils très poussés. Mais c'est pareil, on n'apprend pas à des enfants de 5 ans comment utiliser une tronçonneuse, quoi. Enfin, d'abord, on leur montre ce que c'est une pince, à la limite, et comment taper sur un clou avec un marteau en faisant attention à pas se taper les doigts. Donc, il faut y aller par petites touches. Et là où c'est le plus dangereux, je pense que c'est au collège et au lycée, parce que les jeunes commencent à avoir un accès à Internet, et c'est très difficile de les brider par rapport aux intelligences artificielles et de leur dire allez-y doucement, ils vont y aller et découvrir, et même bien plus découvrir que nous tous ces usages-là. Et c'est très compliqué de les empêcher de surtricher avec ça. Et là, il y a un problème parce qu'ils sont en train de construire leur intelligence. Et si ils utilisent ça comme façon de ne plus faire d'efforts cognitifs, de plus apprendre à rédiger, de plus apprendre à penser, de plus apprendre à développer leur esprit critique, etc. Et ils le prennent comme un outil qui permet en un claquement de doigts de faire leurs devoirs et c'est fini.
ils vont subir cette révolution parce que on ne peut bien utiliser l'intelligence artificielle que quand on est soi-même suffisamment intelligent. Sinon, c'est de la médiocrité artificielle. Donc, il y a un vrai problème. Et là, ça suppose de repenser radicalement nos systèmes éducatifs. Donc, moi, je pense déjà qu'il faut sortir le professeur de sa dimension administrative, mettre énormément d'IA dans l'administration, parce que quand je parle à des professeurs de collège et lycée, ils ont plus le temps de créer de la pédagogie intelligente tellement ils sont sous l'eau à cause de l'administratif. Ils passent leur temps à gérer des conneries administratives, à remplir des formulaires, à écrire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est ridicule. Laissons-les se concentrer sur la pédagogie et sur être des coachs pédagogiques vraiment au contact des élèves. Pas être là pour donner du savoir descendant. Mettons des IA avec donc on peut construire ce qu'on appelle faire du prompt engineering. Donc on va dire construire des agents intelligents qui sont orientés par des prompts pour être des professeurs dans une certaine matière. Laissons-les échanger avec les étudiants pour ce qui est de la connaissance pure, avec la présence de professeurs qui sont plus là comme facilitateurs, comme coachs pédagogiques pour amener des éléments de motivation, parce que la motivation, c'est entre humains que ça se passe. On n'est pas motivé parce qu'une IA est contente de ce qu'on a fait. On s'en fout de ça. Par contre, qu'un humain, un professeur soit content, soit fier de nous, ça motive. Donc, laissons les professeurs être plus des coachs, être plus dans la relation humaine, là aussi dans le savoir-être. Oublions tout ce qui est devoir à la maison quand c'est juste de l'écriture. Faisons uniquement des évaluations sur table, des évaluations en présentiel où les étudiants vont être obligés d'écrire. Je pense que c'est très important qu'on continue à écrire et qu'on continue à écrire des choses profondes comme des essais, mais faisons-le sur table avec des professeurs là qui surveillent, ou même pourquoi pas des intelligences artificielles qui surveillent, ça c'est pas un gros problème, qui surveillent que les étudiants vont pas sur des devices électroniques mais sont simplement avec eux-mêmes, avec leur propre intelligence pour produire le contenu. Donc oublions les devoirs à la maison pour être sur des TP, et puis boostons à fond, je crois, le travail collaboratif et les évaluations collaboratives. On a besoin d'aller vers un monde où on est moins individualiste, plus collaboratif, surtout avec tous ces outils aussi. Donc là aussi, il faut de temps en temps des devoirs sur table, on va dire individuels pour travailler son intelligence propre, mais beaucoup d'évaluations collectives avec des travaux de groupe qui sont des projets, des vrais projets complets. On travaille pas sur un problème de maths à l'école primaire ou au collège. On va faire une espèce d'escape game dans lequel on a plein de problèmes de mathématiques à résoudre autour d'un sujet de sciences de sciences de la vie, avec des éléments artistiques, et où on produit à la fin une œuvre d'art qui représente tout ce qu'on a fait, tu vois, et on mélange un discours et un scénario autour de sciences de la vie, des problèmes de mathématiques et des éléments artistiques. Mélangeons un peu tout ça pour faire de la transdisciplinarité, du collaboratif, du mode projet. Enfin, on a toutes les clés en fait. C'est juste que le système éducatif ne s'y met pas, alors que on a des résultats ultra concrets, et j'ai moi-même des résultats dans des écoles primaires où j'ai co-construit des programmes avec à la clé vraiment des résultats chiffrés sur de l'amélioration des résultats des étudiants, avec toutes ces nouvelles formules pédagogiques qui sont explorées, ne serait-ce que par Montessori, etc. Donc, le problème, c'est que l'éducation nationale est une grand-mère, une vieille grand-mère qui bouge pas et qui bouge dans le mauvais sens, dans un sens de tout cadrer et d'administrer n'importe comment. Enfin, moi, ça me désole que l'éducation nationale aille vers cette administrativité énorme et n'essaye pas ces nouveaux modèles pédagogiques et ne les mette pas en place. Donc, j'ai même l'espoir que l'intelligence artificielle force les modèles pédagogiques à évoluer avec toutes ces nouvelles clés qu'on connaît, dont on sait qu'elles fonctionnent et vers lesquelles on ne va pas par simple espèce de sclérose du système et de la pensée, quoi. Enfin. Merci Flavien. On a démarré par ton expérience d'écrivain. Et on voit que en quelques mois, les projets ont fleuri. Si on réinterprète tout ce que tu nous as dit, on est plus dans une continuité que dans une rupture. En réalité, c'est des projets que tu avais déjà depuis longtemps, qui se sont probablement un petit peu accélérés ces derniers temps. Mais rien n'est arrivé comme ça du jour au lendemain par hasard. C'est plus le travail, sur la durée qui finit par payer, qui trouve aujourd'hui sa résonance dans un monde très particulier. Sur ces sujets-là, on va dire que tu as eu une bonne intuition il y a une dizaine d'années de t'intéresser à ces sujets-là. Pour terminer, mais je te laisse vraiment le mot de la fin pour nous donner, écoute, ton sentiment vis-à-vis de ce phénomène-là et vis-à-vis peut-être de ce que l'on peut imaginer comme nouvelle vie avec l'intelligence artificielle. Plutôt que parler de l'avenir, je préférais parler du présent
et inviter vraiment les auditeurs à expérimenter. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, c'est une éthique personnelle de construire des imaginaires positifs et de l'optimisme autour de ce sujet-là. Si on veut avoir une chance de réaliser quelque chose de positif avec cette technologie, il faut déjà l'imaginer. Donc j'aimerais bien même plus tard aussi créer de la science-fiction, mais de la science-fiction très originale, de la science-fiction un peu poétique là aussi, pour explorer de façon positive ce que pourrait être un monde avec de l'intelligence artificielle et plus par la trame romanesque, voilà. Mais donc j'invite vraiment les auditeurs à pas uniquement écouter les médias et entendre ce qui se dit, mais à expérimenter par eux-mêmes des outils grand public comme évidemment ChatGPT, mais aussi Midjourney, Runway pour faire des vidéos, Kyber, Aiva pour faire de la musique, plein de petits outils comme ça qui peuvent agrémenter le quotidien pour des petites choses, ne serait-ce que inventer une petite histoire pour ses enfants, ne serait-ce que faire une recette de cuisine, ne serait-ce que trouver des idées de cadeaux pour sa belle-mère, enfin j'en sais rien, voilà. Mais essayer d'utiliser ces outils-là et si possible avec un peu de créativité, pas en étant trop désabusé ou trop flippé. Je pense que voilà, c'est deux très mauvais réflexes en France. On aime avoir peur et on aime être désabusé, ça donne l'impression, enfin, ça donne l'air intelligent d'être désabusé, tu vois. Et je pense qu'en fait c'est pas très intelligent d'être désabusé. C'est en fait une limite de la pensée. Les grandes choses ont été faites avec optimisme et avec positivité, et je pense que on a foncièrement besoin de ça dans notre monde si on veut aller dans le bon sens. Donc il faut pas être naïf, faut avoir du recul, faut faire attention à la captation technologique des puissants, puisqu'elle existe et elle continuera d'exister, et c'est le plus grand risque de l'IA, c'est pas Terminator, c'est l'approfondissement radical des inégalités entre les êtres humains. Mais c'est là où, encore une fois, l'intelligence artificielle peut rendre absurde un système capitaliste qui produit trop d'inégalités, et ça je l'explorerai dans un prochain livre. Donc, mais quand même, ce phénomène existe dès aujourd'hui. On voit bien quelles sont les sociétés qui ont la main mise sur l'intelligence artificielle. Mais plus on est dans la peur et plus on est dans le désabusement, ou alors plus on est dans l'enthousiasme naïf, plus on fait le jeu de cette création d'inégalités. La seule façon de désactiver à son échelle ces inégalités, c'est d'expérimenter et d'inviter les gens à expérimenter. Plus il y aura de gens qui sauront utiliser ces outils, qui sauront les comprendre, les penser, et peut-être même les créer demain, parce que ce sera de plus en plus simple, plus il y aura aussi de contenu open source autour de ces outils-là, moins on aura moins ces inégalités pourront s'introduire de façon de plus en plus criante. Donc voilà, le vrai risque, c'est un risque de création d'inégalités, et le premier remède, c'est d'expérimenter et d'inviter à expérimenter, en tout cas d'après moi. Donc j'invite tout le monde à expérimenter, et si vous me suivez, je fournis complètement gratuitement plein de choses pour aider les gens à faire leur premier pas, à expérimenter, à commencer, parce que c'est trop important. Merci beaucoup pour ta générosité, merci beaucoup pour tes réflexions. Et puis donc au plaisir de suivre tes aventures sur LinkedIn et puis sur ton site d'ici quelques semaines. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité, et à très bientôt, Frédéric. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.